Le 28 décembre, des chefs d'entreprise iraniens à Téhéran ont pris une décision pouvant remodeler le Moyen-Orient. Ils ont fermé leurs magasins, fait grève et lancé une protestation qui dure depuis plus de 2 semaines et s'est étendue dans tout le pays. La semaine dernière, nous avons évoqué que ce défi pour le régime iranien serait peut-être plus grand que les émeutes de Masha Amini ou la guerre de 12 jours avec Israël. Notre évaluation se basait sur 2 points. Les manifestations grandissaient peu chaque jour et le gouvernement perdait le contrôle de plus en plus de villes. Des rapports ont émergé indiquant que l'ayatollah Khomeini, guide suprême de l'Iran et figure révolutionnaire, aurait préparé sa fuite du pays. Et nous n'étions pas les seuls à arriver à cette conclusion. En Inde, le chancelier allemand Friedrich Merz a affirmé aux journalistes que les jours du régime iranien étaient comptés. Déclaration rare de ce dirigeant habituellement réservé. Malgré le rôle clé des manifestations, un soulèvement populaire seul ne suffit pas à renverser un régime aussi brutal. Non, le principal facteur pour Téhéran est la menace croissante d'une intervention américaine, surtout après la déclaration du président Donald Trump. Nous le citons pour tous les patriotes iraniens. Continuez à manifester, reprenez vos institutions si possible et retenez les noms des tueurs et abuseurs, car ils paieront cher. L'aide est en route, mais cela soulève toujours une grande question. À quoi ressemblera réellement l'aide américaine ? L'administration dispose actuellement de nombreuses options, certaines peu risquées, d'autres à risque élevé. Avec le plus grand prix de tous, la chute finale du régime iranien, la diplomatie échoue. Des journalistes ont interrogé la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, sur les projets américains en Iran. Elle a souligné que, même si le président n'excluait pas l'option militaire, la diplomatie restait la priorité. Et pendant un moment, il a semblé que Washington et Téhéran allaient vraiment s'asseoir à la table des négociations et conclure un accord. Trump a annoncé lundi à bord d'Air Force One que l'Iran avait contacté pour négocier sur son programme nucléaire. D'après le Wall Street Journal, des hauts responsables, dirigés par le vice-président J.D. Vance, incitaient Trump à privilégier la diplomatie avant toute action militaire. À Téhéran, le gouvernement iranien a réaffirmé sa volonté de négocier, mais seulement dans le respect et l'équité. Téhéran a aussi indiqué que des canaux de communication restaient ouverts entre Steve Witkoff, envoyé spécial américain, et Abbas Akashi, ministre iranien des Affaires étrangères. Puisqu'on évoque des interventions, vous devinez sûrement l'efficacité de la diplomatie. Dans ce discours, Trump a exhorté les Iraniens à manifester et suspendu toute négociation avec les responsables iraniens tant que les meurtres de manifestants continueraient. Depuis le début, le meurtre de manifestants a été une ligne rouge pour le président Trump. Lors d'une interview avec l'animateur radio Hugh Hewitt, il a déclaré que si le régime iranien tuait des manifestants, l'Amérique les frapperait durement. Alors, à quel point le nombre de morts doit-il être élevé pour que le président Trump arrête toutes les négociations avec l'Iran, à peine 3 jours après leur début ? Eh bien, la réponse est que c'est vraiment sacrément grave. Malgré la coupure d'Internet imposée par le gouvernement, une image récurrente a réussi à sortir d'Iran. Des rangées et des rangées de sacs mortuaires. D'après l'Associated Press, au moins 2571 personnes ont été tuées depuis le début des manifestations. CBS, en revanche, a rapporté qu'au moins 12 000 personnes et peut-être jusqu'à 21 000 avaient été tuées. En 10 semaines de bombardements israéliens, le ministère de la Santé dirigé par le Hamas a annoncé 20 000 morts à Gaza. Si le chiffre le plus élevé est exact et qu'un décompte précis reste impossible, le régime iranien l'aurait atteint en quelques jours seulement. Il ne s'agit pas seulement des meurtres, mais aussi de leur méthode. Des témoins ont rapporté au New York Times que les forces gouvernementales ont tiré avec des armes automatiques sur des manifestants non armés. Encore une fois, des forces de sécurité entraînées tirent avec des armes automatiques sur des personnes non armées. Téhéran tue des manifestants et menace d'exécuter les organisateurs, dont Artam Sultani, 26 ans selon un manifestant au Times. Nous allons la citer ici. Le régime commet un massacre. Ce mercredi matin, il n'est pas clair s'il exécute ses menaces d'exécuter des milliers de personnes. Mais même si nous devions ignorer de telles représailles et ne prendre en compte que les chiffres les plus prudents du nombre de morts, cela ferait tout de même des événements en Iran l'une des manifestations les plus meurtrières de l'histoire récente. Comparable à la répression post-électorale d'octobre en Tanzanie. Avec le chiffre le plus élevé, c'est un massacre organisé par l'État. Puisque la diplomatie a clairement échoué, quelle est la suite ?
Et c'est ici que nous arrivons à la première véritable option de la Maison-Blanche, la pression économique. Lundi, le président Trump a déclaré que tout pays commerçant avec l'Iran subirait un tarif de 25% sur ses échanges avec l'Amérique. On ne savait pas clairement ce que le président voulait dire par « faire des affaires avec l'Iran », ni comment le tarif serait appliqué. Les observateurs ont vu un message clair à la Chine, principal partenaire commercial de l'Iran, de ne pas contrer les intérêts américains à Téhéran. La Chine s'oppose fermement aux sanctions et annonce que Pékin prendra toutes les mesures nécessaires pour protéger ses intérêts. Pékin a également exprimé son soutien au régime iranien, déclarant qu'il espérait que le pays pourrait surmonter les difficultés actuelles et maintenir la stabilité nationale. Pékin a refusé d'apporter plus de soutien au gouvernement iranien. Malgré leur participation à des exercices navals des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud en Afrique du Sud, la Chine a refusé toute aide sécuritaire à l'Iran. Le Wall Street Journal a rapporté que des responsables iraniens ont contacté Pékin. Ils n'ont récolté que de vives critiques sur les réseaux sociaux chinois, reflet fréquent de la position du gouvernement chinois. Le journal a aussi rapporté cela. La Chine hésite à soutenir Téhéran pour éviter que ses banques et entreprises ne subissent des sanctions américaines et européennes. La menace de tarifs a surtout donné du temps à l'administration Trump pour décider de la suite, sans utiliser la force militaire. Plus important encore, cela montre jusqu'où la Chine ira pour ses alliés. Quand la situation s'est tendue, Pékin a préféré l'accès au marché américain au soutien à Téhéran. Un calcul qui a davantage isolé l'Iran et offert à Washington plus de marge de manœuvre. Le temps presse. Avec le nombre de morts en hausse et Téhéran inflexible, l'administration Trump envisage sérieusement une action militaire. Voyons ce que cela implique. Avant d'entrer dans le vif du sujet, prenons un instant pour présenter notre nouveau service. Frontsco est notre site pour abonnés, destiné à ceux qui suivent Warfront et s'interrogent. J'en veux plus. SIMON. Oui, s'il vous plaît. Pour 5$ par mois, accédez à 2 vidéos exclusives chaque semaine. Nous analysons au-delà des gros titres militaires et géopolitiques. Rien que ces derniers jours, nous avons réalisé une explication approfondie sur la Delta Force, la branche des forces spéciales qui a capturé Maduro. Séance de questions sur le Venezuela et l'impact de la décapitation du régime par Trump. Cette semaine, nous préparons du contenu sur l'Iran pour suivre cette actualité, pour vous assurer d'être aussi informé et à jour que possible. Si cela vous intéresse, eh bien, bonne nouvelle. Le Ask Me Anything sur le Venezuela est gratuit sur le site, alors essayez-le et dites-nous ce que vous en pensez. Et si cela vous plaît, pourquoi ne pas souscrire à un abonnement pour seulement 5$ par mois ou 50$ par an? Je pense que cela en vaut vraiment la peine. Je dirais ça parce que c'est le mien, mais c'est vraiment bien. Allez jeter un œil. Intervention militaire. Selon plusieurs sources, les planificateurs militaires américains ont présenté au président toute une série d'options de frappe, au cas où il choisirait de bombarder l'Iran. N'étant pas à Washington et exclus du chasse-signal de l'administration, nous ignorons évidemment les cibles choisies, l'ampleur des opérations ou tout autre sujet abordé lors de ces échanges. Cependant, étant donné les actions passées des États-Unis et le travail de plusieurs analystes du Moyen-Orient, nous pouvons faire des suppositions assez éclairées sur les endroits que les États-Unis pourraient à choisir de frapper. Les États-Unis pourraient en tenter de cibler directement l'ayatollah Khomeini. Selon Dan Saba, rédacteur en chef défense et sécurité du Guardian, le tuer serait plus simple que de le capturer lors d'un raid à la Maduro. Car Téhéran est à des milliers de kilomètres des frontières nationales. Khomeini a aussi prouvé qu'il savait éviter la détection ennemie lors de la récente guerre de 12 jours. Selon Israel Katz, ministre de la Défense israélien, s'il avait été dans leur viseur, il l'aurait éliminé. Outre la difficulté à tuer Khomeini, rien ne garantit que sa mort ouvrirait une nouvelle ère pour l'Iran. Le Times a rapporté en juin qu'il avait sélectionné plusieurs remplaçants dans sa chaîne de commandement militaire, au cas où d'autres lieutenants de confiance seraient les tués. Il avait désigné 3 religieux pour le remplacer s'il mourait. Il y a aussi la possibilité que Khomeini puisse se cacher à Téhéran, ce qui signifie que le ciblé mettrait en danger les mêmes manifestants que Washington dit vouloir protéger. Khomeini n'étant pas une option probable pour l'instant, quelles autres cibles existent? Selon nous, les principales cibles sont les forces de sécurité intérieure iraniennes, surtout celles responsables de la mort des manifestants. Mick Mulroy, ex-secrétaire adjoint à la défense pour le Moyen-Orient au Pentagone, partage cet avis. Il a dit à ABC que les États-Unis viseraient sans doute des responsables du régime liés à la répression des manifestations. Dans ce cas, la cible la plus probable serait la milice Basij, paramilitaire de volontaires, saluée par Mohamed Ghalaf Baf pour son rôle lors des manifestations.
Les casernes, centres de commandement et installations d'entraînement sont des cibles assez faciles. Cela aurait un impact direct sur la capacité du régime à réprimer les manifestations sans que l'Amérique ait besoin de déployer des troupes au sol, tout en constituant sans aucun doute un avantage considérable pour les manifestants. Des experts ont indiqué à Radio Free Europe qu'une telle frappe risquerait de renforcer le patriotisme en Iran et de détourner l'attention des revendications à l'origine des manifestations nationales. Cela compliquerait aussi fortement le transfert du soutien sécuritaire de Téhéran aux manifestants. Les États-Unis, soutenus par Israël, pourraient y frapper à nouveau l'infrastructure nucléaire iranienne, malgré les attaques sur 3 sites majeurs l'an dernier. Le ministre iranien Abbas Araghchi affirme que Téhéran a tout reconstruit. Cela doit être une préoccupation particulière pour Israël, étant donné leurs déclarations passées selon lesquelles le programme nucléaire iranien constituait une menace existentielle. Selon un rapport de NBC News, Israël était de plus en plus préoccupé par le fait que l'Iran reconstruisait et même développait son projet de missile balistique. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou devait présenter à Trump de nouveaux plans d'attaque. Attaquer les installations nucléaires semblerait être l'option la plus logique, étant donné qu'Israël a déjà présenté des plans d'attaque, mais cela pose le même problème fondamental qu'une éventuelle frappe sur les bases militaires. Le régime et l'Iran restent debout, pouvant utiliser ces attaques pour renforcer le soutien. L'infrastructure pétrolière iranienne, notamment ses terminaux d'exportation et raffineries, génère les revenus finançant la répression de Téhéran. L'Iran exporte près de 2 millions de barils de pétrole par jour, surtout vers la Chine, malgré les sanctions américaines. Selon de nombreux observateurs, stopper ces exportations priverait le régime d'un financement essentiel pour sa sécurité et ses proxys régionaux. Les cibles, selon Michael Rubin, chercheur principal à l'American Enterprise Institute, incluraient probablement le terminal de l'île de Karg dans le golfe Persique, qui gère environ 90% des exportations de pétrole brut de l'Iran. Les raffineries d'Abadan et d'Ispahan sont plus exposées que les sites militaires fortifiés, donc plus vulnérables aux frappes. Mais cette option est très risquée. L'Iran a menacé de fermer le détroit d'Ormuz si ces sites pétroliers étaient attaqués. Une telle action perturberait environ 1/5 de l'approvisionnement mondial en pétrole et ferait flamber les prix. L'Arabie saoudite, Oman et le Qatar ont averti l'administration que cela aurait d'importantes répercussions sur l'économie américaine. Malgré ces inquiétudes, les scientifiques jugent que viser les infrastructures pétrolières serait le moyen le plus efficace de faire pression sur le régime sans tuer les forces de sécurité iraniennes ni risquer une guerre plus large. Outre la réaction des États-Unis, il faut aussi considérer celle de l'Iran face à une attaque éventuelle. Face à la rhétorique hostile de Washington, le Conseil de défense iranien a publié un communiqué, que nous allons citer. Toute atteinte aux intérêts nationaux, toute ingérence dans les affaires intérieures ou toute action contre la stabilité de l'Iran sera accueillie par une réponse proportionnée, ciblée et décisive. La plupart s'y attendaient, car cela suit la doctrine militaire iranienne. L'ambassadeur d'Iran au Kenya, Dr Ali Gholampour, l'a d'ailleurs répété à notre correspondant Wilfried lors d'une interview lundi. Beaucoup ne s'attendaient pas à ce que l'Iran annonce qu'il frapperait en premier en cas de menace tangible. La question est de savoir si ce ne sont que des gesticulations ou si l'Iran est prêt et capable d'exécuter cette menace. Sabah dans le Guardian note que malgré de lourdes pertes militaires pendant la guerre de 12 jours, l'Iran conserve une capacité limitée en missiles. Les principaux sites de lancement sont encore enfouis dans les montagnes et l'Iran a reconstitué ses stocks. Les experts pensent que l'Iran a 2000 missiles balistiques lourds qui, lancés en grand nombre, pourraient contourner les défenses américaines et israéliennes. Ils constitueraient une menace majeure pour les bases américaines locales, en cas de frappe ou de riposte. Ces obstacles rendent cela compréhensible. Comme plusieurs sources l'ont confié au Washington Post, le président Trump s'est montré incertain en privé quant à une action militaire. S'il ne choisit pas l'intervention militaire, il pourrait recourir à des opérations cybernétiques ou psychologiques déjà préparées par le Pentagone. Des cyberattaques ont été utilisées lors de l'opération contre Maduro. Trump a déclaré que les États-Unis avaient recoupé l'électricité à Caracas pour faciliter la capture. Mais selon Kieran Martin, ex-chef du Centre national de cybersécurité du Royaume-Uni, cela devrait peu fonctionner en Iran. Au Guardian, elle a estimé qu'une option plus probable serait que les États-Unis tentent de rétablir l'accès à Internet largement coupé.
Cependant, elle a reconnu qu'il serait difficile d'intervenir par voie cybernétique pour y parvenir, laissant de côté la question de la manière dont les États-Unis choisiront d'intervenir. Nous devons évoquer les civils iraniens pour qui l'intervention risque d'arriver trop tard, si elle arrive. Nous avons déjà mentionné les morts. Nous n'avons pas abordé les méthodes employées par Téhéran pour cela. Selon Cable News Network, Téhéran a déployé de nouvelles techniques combinant une technologie militaire de pointe avec des opérations psychologiques sophistiquées pour écraser les manifestations. Des drones de surveillance volant à basse altitude, des brouilleurs de signaux, un appareil de propagande à réaction rapide et bien sûr le recours violent à la force ont été utilisés. Simultanément, ce niveau de coordination suggérait deux choses. Premièrement, que le régime craignait pour sa survie, et deuxièmement, qu'il avait tiré des leçons des manifestations précédentes. Cela soulève une question gênante. Si le régime est aussi brutal sans intervention américaine, que fera-t-il si l'Amérique intervient? Et plus inquiétant encore, que se passera-t-il si l'Amérique n'agit pas? Le principal risque pour les civils iraniens en cas d'action militaire américaine est de provoquer l'effet inverse à celui souhaité par Washington. Selon Bilal Saab, chercheur associé au programme Moyen-Orient et Afrique du Nord de Chatham House, une frappe pourrait renforcer la détermination du régime et de ses partisans, toujours nombreux dans le pays. Un effet de ralliement autour du drapeau serait probable, surtout si la frappe est symbolique ou ponctuelle. Les civils iraniens soutenant la protestation subiraient la répression croissante d'un État de plus en plus désespéré, prêt à cibler tout ennemi intérieur. Il existe également un risque que, si une frappe réussit et parvient à déloger les gardiens de la Révolution, cela puisse entraîner une insurrection longue et prolongée qui mettrait les civils en danger encore plus grand. L'autre scénario reste sombre si Donald Trump n'opte pas pour une action militaire. Malgré ces menaces, les civils iraniens risquent que le régime réprime encore plus violemment les manifestations, pour qu'il soit clair que cela ne sera plus jamais permis. Nous verrions alors probablement une répétition de l'Irak en 1991. Un président américain, George Bush père, a incité les citoyens d'un État répressif à se révolter, leur promettant un soutien. Une promesse qui s'est rapidement évaporée, donnant à Saddam le feu vert pour massacrer peut-être 100 000 de ses propres citoyens, peu importe ce qui se passera dans les prochaines heures et les prochains jours. Le peuple iranien est encore pris entre une grande puissance et un gouvernement plus soucieux de conserver le pouvoir que de protéger sa population. Nous ne pouvons qu'espérer que quelle que soit la décision prise, elle ne rende pas leur situation déjà désespérée encore pire. Merci de nous avoir suivis.